Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market, émission quotidienne. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 novembre. Alors exceptionnellement aujourd'hui, la matinale a lieu à 11 heures du matin. À partir de demain, nous reprendrons l'horaire de 10 heures du matin. Donc tous les matins à 10 heures, vous pouvez donc cliquer sur le lien de la matinale que vous pouvez retrouver soit sur mon Twitter, soit sur le site de CMC Market dans la rubrique analyse ou formation. J'ai essayé de le mettre un petit peu partout que vous puissiez accéder donc à cette émission quotidienne. Donc aujourd'hui, la thématique, ça va être les indices boursiers, notamment suite aux tensions géopolitiques que nous avons eues hier entre la Russie et la Turquie, puisque il y a eu un incident et un avion russe a été abattu à côté de la frontière turque. Cela a entraîné des pressions baissières sur les indices. Cela a entraîné une forte baisse de la lire turque. Ça a entraîné un rebond technique de l'or et du pétrole. Donc vous voyez bien à quel point un événement géopolitique de la sorte peut avoir des impacts sur de nombreux marchés. Avant toute chose et comme tous les jours, les avertissements au risque sur le caractère informatif de cette présentation, sur les performances passées, sur les CFD, je vous laisse en prendre note. Alors, donc, les indices font fi des tensions géopolitiques. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu le même constat que la semaine dernière lorsqu'il y avait eu les attentats à Paris. Quand il y a eu les attentats à Paris, ça a engendré de la peur. Et nous avons, donc c'était le lundi 16, me semble-t-il. Le lundi 16, on avait ouvert avec un gap baissier, on avait des indices qui avaient ouvert sur support. Et en fait, toute la journée, les indices boursiers étaient remontés et avaient même fini dans le vert, alors qu'on avait eu des attentats à Paris 3 jours auparavant. Le raisonnement logique des opérateurs, c'était de se dire que les attentats avaient eu lieu, que habituellement ce ne sont pas des séries d'attentats. Étant donné que ça engendre une ouverture à moins 2% sur un support, eh bien c'est une opportunité pour les opérateurs de pouvoir payer moins cher des titres, notamment ceux qui sont en tendance haussière. Et puisque les indices sont en tendance haussière, eh bien voilà, le marché a considéré cela comme une opportunité. Et bien là, c'est un petit peu le même raisonnement. La semaine dernière, mercredi, jeudi, vendredi, alors que le DAX était à 11 130 points exactement et qu'il travaillait sa moyenne mobile à 200 jours, dont je vous avais dit qu'elle était une résistance d'importance, eh bien, je vous avais expliqué que cette résistance pourrait entraîner un reflux du DAX vers les supports avant une reprise de la tendance haussière. Puisque dans une tendance haussière, il y a des mouvements haussiers, puis il y a des mouvements de consolidation, et ainsi de suite. Et donc, le DAX a reflué, et il était en consolidation déjà lorsqu'il y a eu les événements hier. Et en fait, au moment où il y a eu l'accroissement des tensions, c'était au moment où il y a eu le discours de Poutine hier après-midi. Donc Vladimir Poutine qui a expliqué qu'il y aurait des conséquences pour la Turquie, notamment on peut s'en douter concernant le tourisme, puisque vous avez tous les ans plusieurs centaines de milliers de Russes qui vont en vacances en Turquie. Donc si par exemple la Russie décide de ne plus délivrer des passeports aux Russes pour pouvoir aller en Turquie, eh bien il y aura une baisse du tourisme et donc une baisse des rentrées pour la Turquie. Voilà. Et donc au moment où il a expliqué tout cela, eh bien ça a entraîné un excès baissier. Et l'excès baissier s'est fait où? Nous allons le voir dans quelques instants. Il s'est fait pile poil sur des supports. Et c'était, tout comme les attentats l'étaient, en fait, une opportunité de pouvoir rentrer sur le marché sur un support à meilleur prix au moment où les opérateurs sont un petit peu négatifs. Car généralement, en fait,
Dans une tendance haussière, on a des moments où les opérateurs deviennent un petit peu plus négatifs, il y en a certaines qui vendent, certains prennent des bénéfices, et puis parfois on se fait des petites frayeurs, et c'est souvent à ces moments de frayeur, un petit peu comme cet été, quand on avait fortement baissé sur les indices, c'est quand on a ces petites frayeurs et qu'on arrive sur des supports clés que là, cela crée de belles opportunités. Alors comme d'habitude dans cette émission, nous allons parler des news, des résultats, des décalages, des annonces, du calendrier économique, et puis on passera en revue des actifs. Donc les nouvelles, c'est qu'il y a des tensions entre la Turquie et la Russie suite à l'incident à la frontière syrienne, sauf que, comme je vous l'ai expliqué, s'il n'y a pas escalade, sur le plan politique, eh bien, il se pourrait que ce soit un épiphénomène. Qui dit épiphénomène dit, comme pour les attentats, que ça a entraîné des tensions et un peu de peur à court terme, mais que cela pourrait s'évaporer par la suite. Voilà. On se doute bien, comme pour les attentats, comme pour la Turquie et la Russie, qu'on aimerait bien que ça s'arrête là et ce serait préférable. Dans une lettre, dans une note de recherche, UBS a considéré que le dollar pourrait bientôt réaliser un point haut de marché. Donc souvenez-vous, hein, on parle depuis plusieurs semaines du fait que la Fed pourrait entrer dans un cycle de resserrement de taux d'intérêt. La Fed semble prête, la Fed semble vouloir le faire en décembre, puisque en début d'année 2015, Janet Yellen avait dit vouloir le faire. Ce qu'il y a, c'est que plutôt que de rentrer dans un cycle de resserrement de taux régulier avec plusieurs hausses de taux, étant donné qu'ils ne savent pas ce que ça va avoir comme conséquence sur les marchés, étant donné que les opérateurs sont très regardants sur la rhétorique utilisée, eh bien, la Fed nous a laissé entendre qu'elle pourrait monter les taux une fois, et puis ensuite attendre et voir. Voilà. Et donc ça veut dire qu'elle pourrait les monter une fois et les garder stables par la suite, ne pas forcément les monter plus, ne pas forcément rentrer dans un cycle de resserrement monétaire complet. Et elle fait ça en fait parce que si elle disait l'inverse, si elle disait qu'elle va remonter les taux 6 ou 8 fois, comme ça a été le cas ces 30 dernières années lorsqu'il y a eu des cycles de resserrement de taux, là ça pourrait faire un peu plus peur aux investisseurs et on pourrait voir des baisses sur indice, ce que la Fed semble vouloir éviter. Au niveau des entreprises, ce jour, il y a donc Valorec et Rémy Cointreau qui vont sortir, donc la nouvelle est sortie, elles vont être sorties du stock 600, donc l'Eurostock 600, c'est l'indice des 600 valeurs les plus importantes en Europe. Donc le 21 décembre, il y aura cette modification. Alors il faut juste savoir que généralement, quand une valeur rentre dans un indice comme le 440 ou l'Eurostock, c'est bien, cela veut dire qu'elle devient éligible pour certains fonds d'investissement. Ça accroît donc le nombre d'acheteurs potentiels et ça a généralement un effet positif. Ici, si Valorec et Rémy Cointreau sortent du stock 600, ça pourrait faire un peu pression sur les titres. Concernant Renault, Renault est victime de rumeurs sur les émissions de ses moteurs diesel. Donc dans la lignée de Volkswagen, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait y avoir eu modification ou traficage des émissions. Ça reste des rumeurs pour l'instant, mais en tous les cas, les opérateurs n'aiment pas l'indécision et donc prennent des bénéfices ou vendent du Renault qui recule ce jour. Apple qui va lancer son Apple Pay en Chine en février prochain. Donc vous n'êtes pas sans savoir que Apple, c'est une société qui aujourd'hui réalise un des chiffres d'affaires les plus importants de la planète, a une trésorerie énorme. Et en plus d'être vraiment spécialisé dans la technologie, Apple là veut se lancer dans le paiement. Qui dit paiement à l'échelle d'Apple et en plus à l'échelle chinoise dit potentiellement un marché gigantesque et donc il sera intéressant de voir quels chiffres sortent suite à ce lancement en Chine en février. Enfin, Parrot a lancé une augmentation de capital. Alors le fait est que à 38 euros, si vous voulez, quand l'action Parrot était à 38 euros, la capitalisation boursière de la société était de 600 millions. Et elle a dit vouloir lever, donc faire une augmentation de capital de 300 millions d'euros supplémentaires. Le problème, c'est que ça paraît énorme aux investisseurs, ça leur fait un peu peur. Résultat, le titre Parrot est passé de 38 à 30 euros.
Concernant les statistiques, hier, donc l'indice allemand IFO est sorti supérieur aux attentes. L'eurodoll tient d'ailleurs bien depuis 2 3 jours. Il est un peu moins baissier qu'il ne l'était précédemment. Hier, on a eu la publication d'un PIB en ligne avec les attentes. Alors certains consensus étaient à 2%, d'autres à 2,1%. Si on considère que le consensus était à 2 et que le chiffre est ressorti à 2 points, ça veut dire que c'est un petit peu supérieur aux attentes. Bon, on est plus ou moins à 0,1 près en ligne avec les attentes. Et cela remonte par rapport à l'estimation précédente qui était de 1,5. Et puis on a une confiance des consommateurs hier qui est sortie inférieure aux attentes à 90,4. Et c'est le pire chiffre de la confiance des consommateurs américains depuis 12 mois. En plus, c'est une détérioration qui arrive au mois d'octobre-novembre, en fin d'année, alors qu'on va rentrer dans la période de Thanksgiving, du Black Friday, une période de consommation forte pour les États-Unis. Donc, soit c'est un épiphénomène, soit ça n'augure pas de très bonnes choses pour les chiffres des ventes du Black Friday, qui sera d'ailleurs ce vendredi. Donc on attendra de voir ceci. Et puis cet après-midi, pas mal de statistiques, notamment aux États-Unis, et puis des statistiques concernant les matières premières. Donc à 14h30, la plus importante, c'est les commandes de biens durables. Il y aura aussi les revenus et les dépenses des ménages. On sait que la Fed est en ce moment assez regardante sur les salaires, sur les dépenses, etc. Il y aura les allocations chômage. Puis à 16h, les ventes de logements neufs. 16h30, les stocks de pétrole et 18h, les stocks de gaz naturel. Donc le pétrole et le gaz qui ont été assez volatiles ces dernières séances, on va le voir ensemble. Le pétrole, lui, il était baissier, il était à 40 dollars et il a réagi assez fortement parce que il y a l'Arabie Saoudite qui a expliqué que il pourrait vouloir modifier un petit peu les prix, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une entente de l'OPEP afin qu'il y ait une offre un petit peu moins abondante et que ça tende les prix à la hausse. Donc ça, c'est peut-être un premier signe d'un retour à la parole des membres de l'OPEP afin de faire monter les prix. On a eu après cela donc les tensions entre la Russie et la Turquie qui ont aussi exacerbé un petit peu la volatilité et ça a engendré une hausse des prix. Et puis à 18h, on a les stocks de gaz. Alors les stocks de gaz, ce sera intéressant à voir. Notamment, on va regarder les graphiques ensemble, mais le gaz, je vous avais expliqué qu'il avait touché un point bas de long terme potentiel et qu'il était en train de créer une base, qu'il serait susceptible de revenir la travailler. C'est ce qu'il s'est passé. Les prix sont redescendus sur le support pluriannuel que je vous avais montré à maintes reprises. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, de nouveau, les acheteurs se sont présentés. On a une belle réaction haussière. Et si les stocks de gaz cet après-midi confirmaient cette prise en main de nouveau des acheteurs sur cette zone de prix et que les prix repartaient à la hausse, alors on aurait potentiellement un double bottom et une relance haussière sur le gaz. On aurait ainsi la confirmation d'un point bas. Alors, je vais passer sur la plateforme CMC Market. Et on va commencer par les indices. Donc comme d'habitude, je vais balayer CAC, DAX, Eurostoxx, etc. Parce que parfois, vous verrez que certains indices sont un peu plus forts, d'autres un peu plus faibles, et qu'il est bon de regarder un petit peu l'ensemble du paysage. Certains pourraient se demander pourquoi ces dernières séances, le DAX reste scotché à ses plus hauts, alors que le CAC, lui, consolide un peu plus bas. Vous voyez que le DAX est à 1% de ses plus bas des 2-3 dernières semaines. Alors que au contraire, le CAC, lui, est à 120 points, donc 2,2-2,4%. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il faut prendre un petit peu de recul et se rendre compte que le CAC 40 est à 4900 points, que ses plus hauts annuels sont à 5300 points, donc ça fait à peu près 8% de hausse, alors que le DAX, lui, a beaucoup plus à faire. Il est donc un petit peu en rattrapage. Le DAX, lui, il est à 13% de ses plus hauts. Voilà, donc vous avez un CAC à 8% de ses plus hauts, un DAX à 13% de ses plus hauts, et c'est ça qui explique que le CAC monte moins vite, et c'est ce qui explique donc la surperformance, le rattrapage en quelque sorte du DAX. Alors je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin puisqu'il est déjà fait sur mon graphique.
On avait vu ensemble l'ouverture la semaine passée lors des attentats avec une ouverture égale plus bas et une très belle réaction haussière. Ensuite, je vous avais expliqué en fin de semaine dernière qu'on serait à même de commencer une consolidation des cours, que les cours étaient neutres, qu'ils étaient montés rapidement et que souffler, revenir vers les supports serait légitime. C'est ce qui s'est passé en ce début de semaine. Et hier d'ailleurs, je me suis connecté quand même sur Twitter, j'ai regardé un peu les marchés et je vous ai averti à 4780 points par plusieurs messages en vous disant voilà, euh, on a un point dur, on a une réaction des cours, on a un épiphénomène géopolitique qui, comme les attentats, pourrait avoir une incidence à court terme, mais pas forcément de plusieurs séances ou de plusieurs semaines. Et on a un beau support dans une tendance haussière. Voilà, si ça tient là, ça peut relancer. Bah, résultat, entre hier 14 h où je disais ça et aujourd'hui 10 h du matin, on a repris 100 points, soit 2%. Et on a donc des indices qui sont en tendance haussière et qui, en fonction des news, eh bien, vont consolider. Donc ça peut être un attentat, ça peut être des faits géopolitiques, ça peut être des mauvais résultats d'entreprise, ça peut être un secteur qui chute, ça peut être une consolidation des cours, mais en tous les cas, pour le moment, force est de constater qu'on est dans une construction parfaite de tendance haussière avec des replis vers les supports, que ces supports tiennent et que ça peut donc se maintenir en tendance haussière et potentiellement relancer. Regardez le DAX. Donc le DAX, on avait noté cette grande figure ici, une grande figure en bleu. Alors, je vous avais parlé la semaine dernière donc de la proximité de la MM200 à 11 080 points. Je vous ai averti, c'était jeudi et vendredi dernier à 11 130 points qu'on était en surachat sur les unités de temps courtes, que les indicateurs techniques plaidaient pour une consolidation. Et bien voilà, c'est ce qu'on a eu. On est revenu sur la MM20 jours. La MM20 jours qui est un support dynamique. Vous remarquerez donc qu'on était sorti un peu en force de cette figure d'élargissement en bleu sur mon graphique. Ce qu'il y a, c'est qu'on est sorti de la figure alors qu'on venait de prendre 15%. Donc je dirais que là, les acheteurs ont été un petit peu trop vite en besogne. Ont été un peu vite au-dessus des résistances et donc le marché les a rappelés à l'ordre. On est revenu sur support, on y a réagi. Ce matin, on a validé le support et on a naturellement relancé dans le sens de la tendance. Voilà. Donc c'est très très propre. Quand on est débutant, qu'on commence en bourse, on n'est pas forcément au fait et on comprend pas forcément que à un instant T, il y a un attentat ou bien un fait géopolitique qui entraîne un point bas et que même si on va en parler pendant 2-3 jours et puis on en parlera à la télé, etc., l'instant critique, lui, il est déjà passé. La chose est faite, elle a eu son effet sur le marché et le marché repart. Donc le DAX est passé du support, il est en train de revenir sur résistance sur MM200. Vous pouvez constater aussi que la volatilité est plus faible ces dernières séances, les amplitudes moins grandes. On a les bandes de Bollinger qui sont en train de se resserrer, qui montrent justement que la volatilité est un petit peu en baisse. Alors je vous le dis, hein, on est aujourd'hui mercredi, demain jeudi 26, vendredi on sera Thanksgiving, donc ça veut dire que la volatilité va être de moins en moins forte et la semaine prochaine, le 3 décembre, on attend la BCE. Donc forcément, je pense que ça va pas forcément bouger beaucoup avant la BCE. Voilà. Là, on est passé de support à résistance. On va peut-être remonter, travailler la MM200 et puis voir comment ça se passe. Jeudi, en fonction des chiffres économiques, on va un petit peu bouger. Mais vendredi, ça va être très calme. Et le début de semaine prochaine, il sera très calme aussi, puisqu'on attendra les grands rendez-vous des banquiers centraux qui seront, je vous le rappelle, le 3 et le 16 décembre prochain. Après, vous pouvez regarder d'autres exemples, hein. Imaginons que vous ayez regardé le CAC et que vous n'ayez pas vu qu'on était sur le bas de canal. Imaginons que vous ayez vu le DAX mais que vous n'ayez pas vu qu'on était sur MM 20 jours. Vous vous dites, bah, c'est quand même pas de chance, j'arrive pas à voir quand on est sur support et j'arrive pas à les mettre à profit. Eh bien, regardez-en d'autres. L'Eurostoxx, qu'on a beaucoup regardé ces dernières séances. Regardez, la semaine dernière, on disait qu'il était sous la borne haute et qu'il devrait consolider.
Il est revenu sur MM20 qu'il a tenu pendant 2 séances, puis elle a cassé, donc il est allé chercher le support suivant. Le support suivant, c'est la MM100, qui est en jaune, qui passait par tous les plus bas ici fin octobre, et puis qu'on retrouve désormais en support. Et c'est le bas du range dans lequel l'Eurostoxx est depuis plus d'un mois. Le bas du range a été testé hier, c'est d'une extrême propreté, on est reparti à la hausse. Donc vous voyez, les indices, il n'y a pas forcément des trades à faire tous les jours, mis à part pour les scalpers. Mais je trouve que quand on fait de l'intraday ou du swing, c'est-à-dire des positions sur plusieurs séances, les points durs, les points clés, les points majeurs ne sont pas travaillés tous les jours. C'est une fois de temps en temps. Et donc, la semaine dernière, quand on a eu une ouverture pile poil sur support, ça c'était une opportunité. Quand on a atteint la borne haute du range, ça c'était une opportunité. Quand on a atteint la borne basse du range, c'était de nouveau une opportunité. Voilà. Donc voilà pour les indices. Après, pour les actions, donc Eurofins, je ne l'avais pas mis dans ma liste, mais elle a confirmé, voire relevé ses objectifs annuels. Donc le titre est toujours en forme et vous pouvez voir sur mon graphique qu'on est dans une belle tendance haussière de fond. Alten, c'est pareil, c'est une des plus belles tendances de 2015 avec une belle performance boursière. Selectis, souvenez-vous, je vous avais posté ce graphique-là et je vous avais dit qu'il faudrait surveiller les 30 euros. Donc le titre est passé de 33, 34 à 30 euros. Il a même été un petit peu en dessous. On est allé jusque 29,60. Et puis on a eu une réaction des cours entre ce matin à l'ouverture 29,58 et une heure plus tard, on était à 31,72. Donc ça fait 2 euros. Donc ça fait 6% de hausse. Donc il y a une tentative de réaction. Il y a une tentative que le marché tente quelque chose sur ce seuil-là. Alors pourquoi 30 euros sur Selectis? Parce que c'est un niveau horizontal, c'est un niveau psychologique et c'est la borne haute d'un canal qu'on a identifié qui était baissier et qu'on est peut-être en train de venir tester avant d'éventuellement repartir. Donc il faudra voir ça. Zodiac, elle prend 3% aujourd'hui, mais elle perdait 6-7% hier. Donc souvenez-vous, Zodiac, je vous avais montré la double résistance, la résistance des 26 euros. On avait pris du recul ensemble sur ce titre et on avait vu qu'il y avait une très belle tendance haussière avec une résistance à 26 euros qui bloquait désormais les cours suite à la publication des résultats du mois de septembre qui avait cassé la tendance. On est revenu travailler 2 fois les 26 euros, puis on y a échoué avec la publication des résultats, on est revenu jusque 21. Donc on a échoué sous résistance et on a perdu 20%. Et les opérateurs ont considéré, à la suite de la publication de ces résultats, qu'à 21 euros, ça devait être une affaire, puisque depuis la publication de ces résultats qui ont fait baisser le titre, eh bien, le titre a repris 10% dans la foulée. Concernant les titres en baisse, donc vous avez Paro qui passe sous les 20 euros, toujours sous le signe négatif, enfin sous la réaction en fait des investisseurs à cette augmentation de capital. Donc Parrot avait publié des bons résultats en début d'année et puis avait dit vouloir se développer dans les drones. Le titre était passé de 20 à 50. Non, de 20 à... Ah oui, d'accord. L'augmentation de capital a engendré une modification des cours. Ok, donc il faudra que je regarde ça, à quel cours a été fait l'augmentation et tout ça, parce qu'en fait les plus hauts étaient à 50 euros maintenant, ils sont à 37. Il y a une modification du graphique qui a été faite. Donc, mais en tous les cas, vous pouvez voir que depuis 2 semaines, le titre ne fait que chuter. Renault, on en parlait ce matin, baisse à cause des rumeurs sur les gaz, des émissions de ces voitures. Et puis Air France est toujours sous pression. Air France, souvenez-vous, je vous avais montré ce graphique de moyen terme avec une configuration en épaule, tête-épaule qui nous dit quoi en fait? Ça nous dit quoi une épaule, tête-épaule? Eh bien cela nous dit que si la ligne de coup, qui est la ligne qui passe par tous les creux ici, si la ligne de coup cède, alors nous aurions la confirmation d'une épaule, tête-épaule et c'est une figure baissière qui engendrerait potentiellement une chute des cours en direction des plus bas historiques, des plus bas de 2012 vers 3 euros. Donc là, Air France joue gros, Air France est en danger, malgré les bons chiffres dus à la baisse du pétrole, malgré la hausse des compagnies aériennes, etc. Donc elle avait tenté de repasser les 7 euros, mais ça n'est pas passé. Il y a eu un bel échec et donc ça repart violemment à la baisse dans le sens de la tendance en place, puisqu'il y a quand même une tendance baissière depuis plus d'1 an sur ce titre.
Après, que vais-je vous montrer? Je vais vous montrer les matières premières, mais avant toute chose, je fais une petite bifurcation sur le site de CMC Market. Sur le site de CMC Market, vous avez maintenant une rubrique formation. Et dans cette rubrique formation, vous avez la date de la matinale, ça se met à jour tous les jours, et vous avez les webinaires exceptionnels que l'on organise. Demain, à 18 heures, il y aura un webinaire qui s'appelle Trader différemment avec Ishimoku. J'ai invité Karen Pelwal, qui est une spécialiste Ishimoku, à venir vous parler de cet indicateur. Et donc, vous voyez, vous avez le titre, la petite présentation, le lien pour vous inscrire. C'est un lien différent de celui de la matinale, mais c'est le même système. Il faut juste cliquer sur le lien, rentrer vos coordonnées. Et demain, cliquez de nouveau sur ce lien à 17h55. J'ouvrirai la salle pour que vous puissiez assister à ce webinaire. Et puis, n'hésitez pas à faire passer l'information et à inviter des amis. Alors, sur les matières premières, je voulais vous montrer le riz. Alors ça peut vous paraître original, particulier, mais le riz en fait est très propre graphiquement quand on le regarde à moyen long terme. Le riz en 2014 est en tendance baissière, 2015, début 2015 aussi. Et puis j'avais identifié cette figure chartiste de biseau descendant dont on est violemment sorti. Les cours ont par la suite pris 50% à la hausse. Récemment, les cours ont consolidé de 13 à 11,30. On est revenu sur une zone de prix qui avait été travaillée par le passé, qui avait été travaillée dans la hausse et qui a engendré un rebond. Et puis depuis, on travaille cette zone-là et il y a des velléités haussières qui me font penser que la tendance haussière tente de redémarrer à la hausse. Donc le riz, je pense, est un actif qui peut attirer l'attention et qui peut être intéressant à étudier. Le sucre, j'ai rien de spécial à dire dessus. Le jus d'orange, je pense qu'il a consolidé un petit peu. Effectivement, il a perdu 14% depuis qu'il a touché sa résistance. L'or en journalier, on a eu une réaction des cours, donc ces dernières séances, soit sur des replis du dollar, soit sur des tensions géopolitiques. L'or a un petit peu rebondi, mais vous voyez bien que l'or a perdu 130 dollars en un mois et depuis fait des rebonds de 10 ou 15 dollars, mais il n'y a absolument rien de puissant dans ces rebonds, de tangible pour le moment, donc l'or reste sous pression. Quant au gaz, le voici, le gaz qui est intéressant puisqu'on a les stocks cet après-midi. Donc vous voyez bien ce dont je vous avais parlé, le support pluriannuel il est entre 1,90 et 2,05. C'est la zone qui avait été travaillée par 3 fois ces 15 dernières années. On pourrait y aller, hein. Si on casse les plus bas récents, on peut aller travailler cette zone de prix, mais en tous les cas on sait qu'elle est réactive. Donc est-ce qu'on va s'arrêter à la limite de cette zone de prix 1,90-2,05 ou est-ce qu'on va aller mettre le pied dedans avant d'éventuellement rebondir? Je ne sais pas, toujours est-il que le constat est le suivant. Nous avions défini les 2,05 comme zone pluriannuelle. Il y a eu réaction des cours sur cette zone-là. On y est retourné et il y a 2 jours, il y a eu une belle réaction de nouveau des acheteurs qui se sont présentés. Donc si on devait avoir par exemple des stocks inférieurs aux attentes et une bonne réaction suite à ces derniers et qu'on cassait la résistance des 2,20, de nouveau, on laisserait présager d'une formation en double bottom et donc d'une relance à la hausse. Et puis je vais finir par les devises. Donc sur les devises, on a toujours un euro-dollar qui est sous pression, qui est baissier, mais qui baisse un petit peu moins qu'avant. Ouais, tout de même, hein, il est toujours sous pression, il est à 1,06. Ouais. Donc toujours sous pression. Il a rebondi ce matin en fait à 1,0690 et puis là les vendeurs de nouveau appuient sur la tendance. Donc vous voyez bien qu'on est dans une tendance baissière forte. On est dans un canal baissier. À chaque fois qu'on tente de s'en extraire, les vendeurs se présentent pour le moment. Donc ici l'eurodoll pour l'instant évolue à sens unique, hein. Quoi d'autre sur l'échange? Une de mes paires préférées que je vous ai montré à de nombreuses reprises, c'est la UDNZD. Et donc la UDNZD, on avait vu ensemble la semaine dernière qu'il était dans un canal haussier, qu'il avait donné un signal haussier en cassant les 1,09.
il était monté à 1,1050. Il était très proprement revenu tester 1,09. C'est pour ça que je vous avais mis des petites flèches un peu partout. Donc 1,09 a été résistance, résistance. Puis là, ça casse, donc ça devient support. On revient dessus, ça fait support. Là, c'est le phénomène inverse. Ça fait résistance, on le casse, on vient le tester, ça devient un support et hop, ça repart dans le sens de la tendance. Et ici, pour l'instant, la UD et la NZD est très proprement cadrée dans cette tendance haussière. La livre, elle a été sous pression de nouveau. Alors comment vous expliquer ça? C'est pas évident pour les opérateurs de savoir quoi penser sur la livre, parce qu'un jour, les banquiers centraux de la Banque centrale d'Angleterre nous disent on a des bons chiffres, on va remonter les taux, et puis le lendemain, ils nous disent ah bah en fait les chiffres sont pas très bons, on sait pas si on va monter les taux. En plus de cela, les Anglais ont tendance à suivre les Américains. Donc si les Américains disent qu'ils vont monter les taux plusieurs fois, potentiellement les Anglais parlent de hausse de taux. Mais là, les Américains ont dit on va peut-être les monter qu'une seule fois. Et donc peut-être que les Anglais ne les monteraient peut-être même pas du tout. Donc les opérateurs se font un peu contrebalancer. Quand on était à 1,50 la dernière fois, on nous a parlé de nouveau de hausse de taux, c'est reparti à 300 points à la hausse. Puis après, il y a eu des mauvais chiffres et puis des dires d'un des membres de la BO, donc hop, on est reparti à la baisse. En tous les cas, notez à quel point la rhétorique des banquiers centraux a son importance. Donc, en fonction de s'ils sont haussiers ou baissiers dans les dernières déclarations, vous avez plus ou moins votre tendance de court terme qui se dessine en fonction de cela. Après, on peut regarder l'USD TRI. Donc l'USD TRI, c'est le dollar contre la monnaie turque. Si l'USD monte contre le TRI, ça veut dire que la lire turque baisse, et la lire turque baisse depuis 2-3 jours. Et particulièrement hier à cause donc de cet incident qu'il y a eu entre Turcs et Russes. Pour l'instant, c'est l'indécision sur cette paire. On voit qu'il y a une zone de soutien qui s'est créée suite aux élections du président Erdogan. Donc il y a une base ici qui s'est créée à 2,81, 2,82. Et on voit aussi qu'on était avant dans un canal haussier puissant et qu'on en est sorti par le bas. Ici, on a une résistance oblique qui passe par les plus hauts. Et je pense que en fonction de la sortie de ce triangle, on verra la suite. C'est-à-dire que si on casse la résistance et qu'on réintègre le canal haussier précédent, alors on relance la dynamique baissière de la lire turque et puis on est reparti vers les sommets précédents. A contrario, si on en sort par le bas, la lire turque pourrait retrouver un petit peu de couleur. Mais en tous les cas, à court terme, elle est sous pression, c'est certain. Elle est sous pression comme de nombreuses monnaies des pays émergents. Ça, c'est l'USD-ZAR, donc c'est le dollar contre le rand sud-africain. Il y a une belle figure ouverte sur cette paire de monnaies. Donc même si vous avez le dollar qui monte régulièrement contre le rand sud-africain depuis plusieurs mois, plusieurs années, vous avez ici une belle oblique qui fonctionne très bien et à chaque fois qu'on y arrive, elle est vendue. Donc ça, c'est un outil graphique qui peut servir. Après, on peut regarder l'USD-CAD, et l'USD-CAD, on voit quoi? Eh bien, on voit que la résistance des 1,34 ne passe pas. C'est une résistance dont je vous ai parlé à de nombreuses reprises. C'est une résistance qui est une résistance mensuelle majeure, datant des années 2003-2004, et même si on revient encore plus dans le passé, vous avez cette résistance qui est 93, 94, 95, 96, 97. Donc ça date, c'était une résistance d'il y a 20 ans, mais le marché, lui, s'en souvient. Et c'est donc une résistance pluriannuelle. On peut aussi tracer sur l'USD-CAD un canal haussier. Vous voyez qu'on est posé sur la borne basse. Donc si le dollar recule et ou que le pétrole reprend du poil de la bête et donc nourrit la hausse du CAD, alors on pourrait sortir par le bas de ce canal et avoir une consolidation des cours de nouveau vers des supports, donc vers la zone des 1,30, 1,31. Voilà. Donc pour l'instant, on n'en est pas sorti. Je vous ai indiqué la résistance, je vous ai indiqué qu'on pourrait y refluer. On y a reflué. Maintenant, est-ce qu'on va y retourner sur cette résistance ou casser le support? Je ne sais pas, mais si le support casse, en tous les cas, ce sera un signe d'un changement de tendance à court terme. Et puis dernière paire pour clôturer cette matinale, c'est l'USD-Yen. L'USD-Yen, c'est un petit peu donc le baromètre du risque. Vous voyez que l'USD-Yen, il est où? Il est sur support.
Donc pas étonnant qu'on ait des indices qui redémarrent. On a un USD-Yen qui est revenu parfaitement tester les niveaux auxquels il était lorsqu'on a eu l'ouverture suite aux attentats de Paris. Et donc l'USD-Yen est sur support, l'USD-Yen est en tendance haussière, l'USD-Yen est le reflet des indices et pour l'instant tout cela reste haussier jusqu'à nouvel ordre. Je dis pas qu'à un moment on va pas consolider plus profondément ou autre, mais pour le moment, malgré des attentats, malgré des tensions géopolitiques, la tendance haussière est là et les replis sont pour le moment payés. Voilà, on a fait 35 minutes, c'est une belle matinale, complète je l'espère. J'espère que ce format vous plaît, le fait de passer les news, les statistiques, les actions, les indices, etc. Si vous souhaitez parfois que je fasse peut-être des émissions thématiques uniquement sur des devises ou uniquement sur actions, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à faire remonter cela à votre conseiller CMC si vous êtes client chez CMC Market. Voilà, je pense que on a fait le tour. J'ai répondu sur les actifs qu'on m'avait demandé et j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, une bonne journée et je vous retrouve demain matin, donc 10h pour l'horaire habituel de la matinale. Demain matin, jeudi 10h et puis demain soir à 18h pour le webinaire sur Ishimoku. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et je vous retrouve demain matin pour la matinale.